Dans le podcast cette semaine, on va pelleter des nuages en parlant de régicide et de poésie, ainsi que de la beauté du hasard. The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara et on se retrouve pour attraper notre pelle et aller pelleter des nuages en compagnie de Christian Lemay. Salut Christian. Bonjour Paul Gara, comment vas-tu? Mais très bien. Et vous-même, vous la star de YouTube maintenant, j'apprends ça incidemment. J'ai fait une vidéo avec, je sais pas si on peut dire un influenceur, avec Martin Montreuil ici, il a appelé ça « Analyse des nominations pour l'As d'or 2026 ». Voilà. Voilà, ça y est, le YouTube game te tend les bras. Tu vas pouvoir monter ta chaîne, faire des unboxings. Oh, des unboxings, ça a toujours été ma préférée, tu le sais bien. Moi, je voulais te proposer qu'on fasse une émission spéciale de unboxing audio. OK. Tu vois? Et les auditeurs doivent deviner les jeux dont on ouvre les boîtes. Mais ça me semble un jeu amusant. Je me demande si ça n'existe pas déjà, mais oui. Sûrement que si, ouais. Si. Non, mais je suis sûre qu'il y aurait quelque chose à faire avec un unboxing. Moi, là, pour tout te dire, j'ai reçu une boîte tout à l'heure. C'est un jeu que j'ai acheté d'occasion. Alors, je vais essayer de bien le prononcer. Horseless Carriage. Oui, Horseless Carriage. Mais mon anglais n'est pas fabuleux non plus. Hein. Et alors, en ouvrant la boîte, j'ai eu tout de suite envie de la refermer parce que ça débordait littéralement. Tu sais, c'est comme si vraiment le truc, j'avais l'impression qu'il y avait c'était vivant à l'intérieur et quand j'ai ouvert la boîte, ça fait tout est sorti. Oui, j'ai déjà possédé le jeu. Je dois confesser que je l'ai revendu, même si ça vient de cet éditeur dont je parle très souvent. Splotter, les gens qui ont fait Food Chain Magnet. Mais cette boîte qui fait bien 20 cm de haut et qui est pleine, mais à ras-bord, qui déborde de partout. Ouais. C'est spectaculaire. Et est-ce que tu vas aller à la convention Splotter, alors, au mois de septembre? À Pittsburgh, je crois. Ouais. J'essaie le plus possible de minimiser mes passages aux États-Unis, donc je n'irai probablement pas. Tiens, je pourrais en faire une à Montréal. Ouais. Mais bon, on n'aura pas Yeroun, je crois, et on n'aura pas non plus les exclusivités qu'ils auront sur place. Ah, voilà. Bon, moi, je vais organiser une journée Splotter, mais dans mon jardin. Donc, on n'aura pas non plus Yeroun, ni d'exclusivité. Ben, vous allez jouer à un jeu, donc. Attends, non, on a déjà 4 jeux dans la liste. Oui, mais vous... Tu crois qu'entre 10h et minuit, c'est pas raisonnable? Ben, vous en jouerez 2 ou 3. Ouais, bon, on verra. Bon, oui. Maintenant qu'on a un peu dit, nous avons fait beaucoup de digressions, on rappelle, monsieur le maire, rappelez-nous le concept de cette émission? Le concept de pelleter du nuage, qui nous vient d'une expression bien québécoise qui se moque un peu des intellectuels, c'est de prendre le jeu de société et de l'analyser sérieusement, de le décortiquer, parfois même de se livrer à des interprétations, ce que je pourrais faire aujourd'hui, c'est possible. Et tout ça en s'amusant sur un ton un peu badin parfois, mais des fois on emploie des mots de vocabulaire. Espiègle. Espiègle, oui. Exactement. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est toi qui commences comme toujours? Ben, c'est toi qui décides, hein. C'est You Run the Show, Paul Gara. C'est vrai. Eh bien, moi, je dis honneur au Québec, honneur à Christian Lemay, c'est lui qui lance, parce que moi, je suis une vieille personne, on est habitué comme ça, c'est toi qui commence et moi en deuxième. La jeunesse en premier. On inversera peut-être. Voilà, la jeunesse en premier. Quel moment tu parles, mon Dieu. Alors, je me lance. Chronique 14, si je ne me trompe pas. Régicide est-il un poème? Mode ironie en fonction. Alors, après avoir goûté à la célébrité que m'a apporté ma chronique Through the Ages est-il un blues? Je ne peux plus renoncer aux trompettes. T'entends les trompettes, je fais pas les trompettes, je fais les applaudissements de la foule en délire. Wouh! Through the Ages est-il un blues? Voilà. Je ne peux plus renoncer aux trompettes de la renommée, si mal embouchée soit-elle. Histoire de toucher ma dose d'héroïne, ma dopamine de like, me voici forcé de répéter la recette et d'établir des liens douteux entre les jeux
et une autre de mes passions, la littérature poétique. Bon, pour vrai, à part 2 illuminés sur le forum de Board Game Geek dédié à Through the Ages, où j'ai reposté le texte de la chronique en anglais, je n'ai reçu des félicitations que pour la qualité, non pas de ma réflexion, mais de mon fournisseur de cannabis. Et plus sérieusement, l'exercice quand même m'a énormément plu, car la question m'amène un regard original. Et en rediscutant avec toi, Paul Gara, nous avons émis la séduisante hypothèse que le propre des jeux de civilisation serait peut-être justement le passage du temps. Et nous ne serions jamais arrivés là sans ma question, si farfelue soit-elle. Ce sera peut-être le sujet d'une autre chronique. Le propre des jeux de civilisation est-il le passage du temps? Je me lance donc dans un exercice drôlement plus casse-gueule aujourd'hui, parce que s'il n'y avait pas de risque à écrire des articles, où serait le plaisir? Je dis casse-gueule parce que si on peut définir à tout le moins reconnaître aisément le blues, la poésie est une toute autre paire de manches. Qu'est-ce que la poésie? J'ai envie de répondre, un mauvais souvenir d'école. Oh! Mais quelle horreur, tout de suite. T'aimais pas? Est-ce que vous apprenez au Québec, vous aussi, des poèmes par cœur en école primaire? Ou primaire, pour ma part primaire, non, mais au secondaire, dès l'âge de 12 ans, je devais apprendre des poèmes, oui. Ah, parce que nous, je pense que dès le CE1, on apprend des poèmes. Alors généralement, en septembre, on commence un poème sur la rentrée ou sur l'automne, tu vois. Et oui, bien sûr. Voilà, et Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et blême quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Oh là là, mon Dieu. J'avais 15 ans. Ouais. Nous, on fait ça plutôt, nous, tu vois, en France. Nous, on est plus audacieux. Non, on est plus, comment dire, ambitieux. Vous êtes plus culturés que nous. On est plus ambitieux. Pardon. Alors, qu'est-ce que la poésie? De mauvais souvenirs d'école remontent peut-être à l'évocation de cette matière réméditoire que vos profs vous enseignaient sans vraiment la maîtriser. C'est pourquoi leurs cours se résumaient souvent à la versification, les règles de versification, ou les listes de figures de style, la technique plutôt que l'émotion. Définir la poésie relève de la haute voltige en grande partie parce que c'est un art très ancien et qui, par conséquent, a pris des formes innombrables. Commençons par la base, c'est un genre littéraire, comme le roman, le théâtre, la nouvelle, à ne pas confondre donc avec les courants littéraires comme le romantisme, le réalisme, etc. C'est donc une façon d'écrire avant tout. Selon le Robert, c'est un art du langage visant à exprimer, suggéré par le rythme, l'harmonie et l'image. La poésie privilégie l'expressivité de la forme par opposition au fond. On choisit les mots non seulement pour leur signification, mais aussi pour les sonorités, les rythmes et les images qu'ils peuvent créer. On dit quelque chose par la manière de le dire. C'est-à-dire qu'il y a une idée d'adéquation entre la forme et le fond. Oui, et le message vient autant par la forme, sinon plus par la forme. La forme que par le fond. Ouais. J'aimerais citer un de mes meilleurs professeurs de littérature, François Landry, qui, à l'hiver 2000, dans un cours d'histoire littéraire du Québec, nous formulait cette phrase qui m'est restée. La poésie, c'est l'exploration du langage. Et j'aime beaucoup cette définition. Les poètes cherchent de nouvelles façons de s'exprimer, donc ils explorent le langage. Mais qu'est-ce que ça signifie? Prenons par exemple notre langue, le français. Nous pensons la connaître de fond en comble, mais c'est une illusion. Nous n'en connaissons pas les limites, où commence et où s'arrête le français, par exemple, dans le temps, dans l'histoire, mais aussi dans le vocabulaire, etc. Puis ça, c'est le linguiste amateur en moi qui parle. Mais surtout, nous n'en soupçonnons pas les possibilités. Et ça, c'est le poète amateur en moi qui parle. Quand Émile Nelligan, un poète québécois, écrit à la fin du 19e siècle « Ah, comme la neige a neigé », on voit immédiatement la tempête qui s'abat sur Montréal. Ça le soir d'hiver, ce poème « Ah, comme la neige a neigé », c'est the poème que tout le monde apprend au Québec. C'est celui-là. Nous n'aimons pas la poésie souvent parce qu'elle a quelque chose d'insaisissable. Je ne comprends rien, entend-on bien souvent. C'est parce qu'elle évoque plus qu'elle ne décrit. La neige a neigé pourrait se traduire par « il y a beaucoup neigé » ou « il y a neigé intensément ». Mais ça ne produit assurément pas le même effet. Et je dis parfois que de lire la poésie, c'est comme marcher sur un étang gelé. Bon, encore une métaphore hivernale, Christian? Il faut accepter de ne pas tout contrôler, que ça glisse, mais apprécier cette sensation justement de ne pas tout contrôler. Et c'est pour ça qu'on peut laisser rouler un bon verre de poésie de longues minutes dans sa bouche, parce que la saveur demeure. Le verre de poésie, pas le verre de vin, ne se laisse pas vider, parce qu'on ne peut pas tout expliquer.
De plus, depuis le début de la modernité, soit Baudelaire en français, la poésie est devenue un travail d'orfèvre. Comme le sculpteur qui, devant le bloc d'argile, voit déjà sa création et dont le travail consiste à retirer tout ce qui n'est pas la forme finale. La poésie moderne fonctionne de façon similaire. Le poète écrit puis retire tout ce qui n'est pas le poème, ce qui tend forcément vers un certain minimalisme. Chaque mot, chaque syllabe compte. En résumé, la poésie, c'est une façon d'écrire très axée sur la forme, avec un grand pouvoir d'évocation, qui explore le langage, repousse les limites d'un matériel connu, notre langue, ce qui lui donne un aspect ou un côté déstabilisant. C'est une façon d'écrire aussi où chaque élément, un mot comme un son, a une fonction, ce qui mène à une forme de minimalisme. Est-ce qu'on peut vivre avec cette définition? Oui. Oui, d'accord. Phew! Parce que c'est ça que j'avais écrit. Bon. Si je te dis non, qu'est-ce qu'on fait? Ça va très mal. Ben, on arrête. Merci beaucoup. Bonsoir. Allez, c'est tout pour nous. Bon, allez, je termine votre torture, parce qu'on va parler de jeux de société, je vous le promets. Donc, je termine votre torture avec quelques vers de poésie québécoise que j'aime beaucoup. Et le premier vient d'une chanson plutôt que d'un poème, mais bon. Ton dos parfait comme un désert quand la tempête a passé sur nos corps. Richard Desjardins. Qu'est-ce donc que tant et tant nous voulons? Refaire la symbiose de départ, forcer les refus antiques à cracher leurs dons. Geneviève Amiot. Je n'ai pas suffisamment de gestes pour t'aimer. Laurie Jean-Louis. Et pour finir, ne soyez pas surpris, Claude Gauvreau, qui est notre automatiste, l'équivalent surréaliste, l'équivalent québécois du surréalisme. Mon Olivine Maragamuche, je te stoppe ta talaire sur la bouillette Mirky Folchette. Il avait inventé le langage dit exploréen. OK. Bon, alors parlons jeu maintenant. Plus particulièrement de Bah oui. Ben oui. Parce que ça suffit, les délires. Oui. La drogue, hein, toujours les poètes et l'absinthe. Il faut arrêter. Bon. Ce qui m'inquiète toujours, c'est qu'avec le décalage horaire, il est quand même tôt le matin chez toi. C'est ça qui me fait peur. 9h25 présentement, il est 15h25 chez vous, sachez-le. Donc, parlons jeu, plus particulièrement de Régicide, des auteurs Paul Abrahams, Luc Badger et Andy Richdale, paru chez Badgers from Mars en 2020 et distribué en français par Yellow. Régicide est un jeu entièrement coopératif pour 2 à 4 joueurs et ayant la particularité de se pratiquer avec un paquet de cartes classiques, trèfle, cœur, pique et carreau. Vous l'emportez si vous éliminez non pas tous les régis, comme le titre le laisse entendre, mais les 12 figures, soit les 4 valets, les 4 dames et les 4 rois. Excusez mon humour foireux. Je vous explique les règles. Au début de la partie, on crée une pile de cartes avec les 4 rois en bas, puis les 4 dames et enfin les 4 valets sur le dessus. Et on révèle ensuite le premier valet, ce sera notre premier adversaire. Les autres cartes sont mélangées et placées en un paquet d'où vous tirez votre main de départ. À votre tour, vous jouez une carte de votre main, mais vous pouvez en jouer plusieurs si elles sont identiques et si leur somme ne dépasse pas 10. Après avoir joué une carte ou peut-être plusieurs qui étaient identiques, vous activez le pouvoir lié à la couleur des cartes jouées. Si vous avez joué du trèfle, par exemple, vous doublez la valeur de la carte que vous avez jouée. Vous appliquez les dégâts à la figure active. Donc, si j'ai joué un 8 de carreau, j'inflige 8 de dégâts au valet qui est devant moi. Et ensuite, vous subissez les dégâts infligés par l'ennemi si vous ne l'avez pas éliminé. Donc, il faut jeter des cartes de votre main pour atteindre la force de l'adversaire. Un valet a 20 points de vie et il contre-attaque pour 10 points de dégâts. Une dame a 30 points de vie, elle contre-attaque pour 15. Et les rois, vous devinez, ils ont 40 points de vie et ils vous contre-attaquent pour 20. Quand vous subissez les dégâts d'un roi, vous devez jeter des cartes pour avoir une somme de 20, ce qui est considérable. Quand un ennemi est vaincu, il est placé dans votre défausse et donc vous pourrez le récupérer plus tard dans la partie, sauf si vous lui avez infligé exactement le bon nombre de points de dégâts pour le vaincre. Le cas échéant, on le met sur le dessus de votre paquet et donc vous allez le prendre, le tirer très rapidement. Si à un moment donné, une joueuse ne peut pas discarter ou défausser des cartes d'une valeur totale à l'attaque qu'elle subit, par exemple 15 pour une dame, vous perdez la partie. Les pouvoirs. Donc, si vous jouez du trèfle, comme je l'ai mentionné, vous doublez votre attaque. Si vous jouez du pique, vous réduisez de façon permanente la contre-attaque de l'adversaire qui est en jeu. Si vous jouez du carreau, vous pigez collectivement autant de cartes que sa valeur, et c'est la seule façon d'ailleurs de refaire sa main. Et oui,
Je dis piger des cartes, fouiller votre Robert, un dictionnaire bien franco-français, ça veut dire prendre des cartes depuis un talon. Et enfin, le cœur remet les cartes de votre défausse sous votre paquet de cartes. 2 petites précisions. Vous pouvez ajouter un as et le pouvoir de sa couleur à une carte que vous jouez, même si c'est pas la même valeur. Donc, on peut rajouter un as de pique à un 8 de carreau. Ouais, et on a les 2 pouvoirs, du coup. On a les 2 pouvoirs pour la somme. Donc, le 8 plus l'as, ça fait 9 et j'ai les 2 pouvoirs au total. Et un ennemi est immunisé contre le pouvoir de sa couleur. Par exemple, vous ne pigez pas de carte quand vous jouez un 7 de carreau contre le valet de carreau. Voilà. Alors, voici l'explication sommaire des règles. Donc, exploration, forme et évocation. La première chose qui fascine ceux qui découvrent Régicide, c'est que malgré le fait qu'on y joue avec un paquet de cartes classique, on n'a pas du tout l'impression de jouer à un jeu de cartes, comme la Dame de pique, le 500, le trou de cul et les autres jeux que vous pratiquez. De par son... un jeu de pli, tous les jeux de pli. Oui. De par son travail formel, Régicide donne l'impression de jouer à un jeu moderne, un dungeon crawler. C'est ce genre de jeu où on se promène dans un souterrain pour tuer des monstres. L'utilisation fort originale des cartes recrée les pouvoirs spéciaux des différentes classes de héros et des monstres aux capacités différentes, les coups critiques et la montée en puissance qu'on ne retrouve pas dans les jeux de cartes classiques, dont la structure repose bien plus sur la répétition. On joue au tarot ou au crible, on répète la même structure de manche jusqu'à l'atteinte des conditions de fin de partie. Au contraire, dans Régicide, les ennemis qu'on affronte gagnent en puissance, mais nous aussi. En jouant à Régicide, on se pose des questions qui vous seront familières si vous avez déjà joué à Gloomhaven ou à HeroQuest. À quel moment prendre un tour de repos, c'est-à-dire jouer du cœur pour regarnir le paquet d'où l'on tire nos cartes? Comment gérer le tank, celui qui annule le pouvoir de doubler nos dégâts, etc. Un paquet de cartes traditionnelles crée des attentes que fait exploser Régicide. Ce dernier en repousse les limites. Il explore une matière que l'on pensait entièrement fouillée, presque vidée, comme la poésie le fait avec le langage. Là où les jeux de cartes traditionnels demeurent abstraits, ne rappellent pas autre chose que des chiffres et des couleurs, ou ne réfèrent qu'à eux-mêmes, Régicide évoque avec force un autre genre, celui du porte-monstre-trésor, déjà paradisié par exemple dans un Munchkin. Minimalisme. Régicide fait preuve de minimalisme. D'abord, évidemment, dans la faible complexité des règles. Je vous ai expliqué 98% de la règle dans les 300 mots qui m'ont servi à vous expliquer le jeu tout à l'heure. En imprimant ce que je viens de dire, vous pourriez jouer. Il ne vous manque que les règles qui varient selon le nombre de joueurs et rien qui ne concerne le moteur principal. Évidemment, plus un système prend de l'ampleur, plus il devient ardu d'en rester à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est d'être aimé, chantait Ginette Renault. Bon, Ginette, c'est la Céline Dion du Québec, mais avant que Céline ne vienne au monde. Et j'apprends que cette chanson de 1991, L'essentiel, c'est d'être aimé, a été écrite par nul autre que Charles Aznavour. N'est-ce pas beau? Mais dans mon esprit, le minimalisme ne se calcule pas que dans le nombre de points de règle. Régicide constitue un travail d'orfèvre. Il n'y a rien de trop ici, rien qui dépasse, même pas ses limitations physiques liées à la nature de l'objet, les cartes, parce que le système de jeu s'en occupe. Quand on joue à Aventurier du Rail et qu'on épuise le paquet de cartes, on doit mélanger les cartes qui ont déjà été jouées, les cartes de la défausse. Quand il y a 3 locomotives, 3 jokers dans la rivière de cartes visibles, on vire le tout pour tirer 5 nouvelles cartes. On met le jeu sur pause à ce moment-là. Ces 2 gestes que je viens de décrire ne font pas partie du jeu principal. Ils sont hors jeu. Ils sont en dehors du système. Au contraire, dans Régicide, il n'y a pas de règles extérieures au jeu, au système, pour te dire quand tirer des cartes, parce que c'est un des pouvoirs, celui du carreau. Il n'y a pas de, au début de votre tour, tirer une carte. Il n'y a pas de règle extérieure au jeu pour te dire quoi faire avec la pile de défausse, parce que le système s'en charge lui-même. Et comme il est ardu de percevoir ce qui est absent, on passe souvent à côté du génie. Un bon design, c'est un design que l'on ne voit pas. J'ai envie de comparer Régicide à Flip 7. Le système de Flip 7 est encore plus simple que celui de Régicide. Chaque tour, tu arrêtes ou tu demandes une nouvelle carte. Si tu arrêtes avant de recevoir une carte de même valeur qu'une autre que tu possèdes, tu marques autant de points que la valeur de tes cartes. Point, vous savez jouer à Flip 7, 36 mots, je les ai comptés. Et c'est génial. Bon, c'est juste dommage que ce jeu-là soit une stricte copie de 2 jeux déjà existants, Antarctique, paru en 2012 chez Ilopelli, créé par Bruno Catala et Arnaud Urbon,
et Pairs en 2014 chez Cheap Ass Games par James Ernest, Paul Peterson et Heinrich Glupler, republié en français chez Ori Games sous les titres de Zombie Life et Jour de chance. Ouais, il y a aussi beaucoup de gens qui disent que ça ressemble beaucoup à Hit de Rainer Knizia. Oui, alors je le mentionnais, mais comme Hit n'a pas la même distribution des cartes, je l'ai écarté, mais les deux jeux que je viens de citer ont non seulement le même système, mais la même distribution de cartes. Une fois le 1, deux fois le 2, trois fois le 3. C'est le même jeu. Bon, voilà. Donc, pour de bonnes raisons, c'est-à-dire créer plus de variété ou d'interaction entre les joueurs, de surprise, on a introduit des cartes spéciales dans Flip 7. D'abord, des modificateurs de score. Par exemple, une carte qui te fait marquer 4 points supplémentaires ou qui te fait doubler les points à la fin de la manche. Il y a aussi les cartes aux effets instantanés, comme de forcer une joueuse à tirer 3 cartes supplémentaires. Dans la vidéo de Rodney Smith, le maître en la matière d'explication, l'explication donc du système de base de Flip 7 dure à peine 2 minutes. Bon, moi je l'ai fait en 36 mots, mais lui arrive à étirer ça sur 2 minutes. Alors que celle des cartes spéciales s'étire sur 6 minutes supplémentaires. Expliquer les cas spéciaux du jeu est 3 fois plus compliqué que le jeu lui-même. Il y a toute une liste d'épiceries et je vous en nomme quelques-uns des éléments. Donc, on ne peut pas avoir plus d'une carte seconde chance. Tirer sa 7e carte numérique met fin à la manche et vous accorde 15 points supplémentaires. Moi, j'en aurais mis 30 si j'avais été l'éditeur, mais bon. Les cartes modificateurs de score qui multiplient par 2 votre score ne concernent que les cartes numériques et pas les modificateurs de score. Les cartes modificateurs de score et actions ne comptent pas dans les 7 cartes différentes qui mettent fin à la manche. Quand on exécute la carte qui force à tirer 3 cartes supplémentaires, on s'arrête si on reçoit sa 7e carte numérique sans tirer les cartes restantes. Et dans la résolution de ce pouvoir, on applique les cartes spéciales tirées seulement après avoir tiré nos 3 cartes, sauf si on reçoit une seconde chance, là on peut l'utiliser immédiatement pour se sauver d'une paire. Cette règle est une exception dans une exception. Et là, je voudrais pas avoir l'air de celui qui veut descendre Flip 7 parce que je trouve que c'est un super jeu. Et comme je l'ai dit dans cette fameuse vidéo avec Martin Montreuil, j'aimerais bien que Flip 7 remplace Uno dans les cours d'école. Sauf que les exceptions sont littéralement 3 fois plus compliquées que la somme de toutes les règles du système de base. Ceci n'est pas un signe de minimalisme. Ces nombreuses règles, on doit les savoir, on doit les apprendre par cœur, on doit s'en souvenir parce qu'elles ne sont pas intégrées au cœur du système, contrairement à ce que peut faire Régicide. Alors même si Flip 7 est au final plus simple que Régicide, à mon avis, il ne fait pas preuve d'autant de minimalisme parce qu'on sent un peu la greffe, l'excroissance autour du moteur de base. Et ça, c'est très américain comme façon de développer les jeux. Oui, je fais un lien avec ma toute première chronique, celle sur Catan. Je constate que l'école américaine accepte de nombreux cas spéciaux, là où l'école allemande essaie de les gommer. Bon, je suis pas en train de vous dire que l'un est meilleur que l'autre, ni même que j'en préfère un. Je ne saurais pas quoi répondre si on me posait la question. Et surtout, ça n'a aucune foutue importance. Par contre, j'affirme que le plus minimalisme des deux jeux est celui qui est le plus compliqué. Conclusion. Ça m'énerve quand on dit des âneries comme dans The Dark Knight, le deuxième film de Batman réalisé par Christopher Nolan, la ville est un personnage. Non, c'est pas un personnage. C'est un élément important du film, mais c'est pas un personnage. Dans Crazy, du regretté réalisateur Jean-Marc Vallée, la musique est un personnage. Non, la musique n'est pas un personnage, même si on fait jouer du Aznavour du début à la fin. On dit ça parce qu'on veut faire un commentaire qui paraît intelligent, poétique, mais qui trahit notre méconnaissance des éléments cinématographiques. Alors non, Régicide n'est pas un poème, c'est un jeu de société. Mais il est peut-être l'équivalent ludique d'un poème parce qu'il explore, il joue sur la forme, il fait preuve d'une grande force d'évocation et de minimalisme. Mais c'est pas un poème. Sauf que me poser cette question m'a permis de mieux définir ce qu'est le minimalisme dans le jeu de société. C'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis longtemps. De formuler que le minimalisme ne tient pas uniquement au nombre de points de règle, mais aussi à l'intégration des éléments au système de base. Eh bien, merci, Monsieur Lemay. Donc, si j'ai tout compris de ce que tu as voulu dire, on va voir. Attends, c'est le moment. Je suis pas certain d'avoir compris moi-même. Ouf, bah dis donc. Le parallèle que tu le fais, il repose sur ce que tu dis de la poésie et du poème, c'est que c'est le pouvoir évocateur qui fait que, en fait, on comprend les choses presque instinctivement sans même avoir besoin de les concevoir intellectuellement. Et que dans Régicide, finalement, tout se comprend instinctivement parce que, effectivement, ça repose sur des points qui sont, enfin, des éléments qui sont
tellement appréhendables sans même avoir besoin de les conceptualiser dans la tête. En fait, parce qu'il y a une simplicité, ce que tu vas appeler le minimalisme, qui fait que finalement, ça suffit à évoquer tout ce qu'on va faire dans le jeu. Ou est-ce que c'est plus lié au fait que, effectivement, Régicide, pour reboucler entre les deux parties, hein, est-ce que c'est plus lié au fait que Régicide, tu trouves qu'il est capable d'évoquer des sensations qu'on a, effectivement, comme tu le disais, en jouant à des dungeon crawlers qui sont tout ce qu'on peut, en général, pas considérer comme des jeux minimalistes. Mm-hmm. Et ça arrive à le faire avec juste un jeu de cartes normal. Pour toi, c'est quoi ? C'est l'évocation par rapport au genre de jeu qui rappelle le dungeon crawling, par exemple, tout en arrivant à le faire avec très peu de choses, ou c'est parce que tout est tellement évident de ce qu'on va faire dans Régicide qu'on peut se laisser appréhender par évocation et qu'on n'a pas besoin de rentrer dans le système parce qu'en fait, le système est tellement léger, finalement, il y a tellement peu de choses à apprendre pour jouer que ça nous suffit, en fait... ni un ni l'autre, je dirais. Ah merde. Bon, il y a un passage où je dis en résumé, la poésie, c'est une façon d'écrire, très axée sur la forme, avec un grand pouvoir d'évocation, qui explore, où chaque élément a une fonction et ce qui mène à du minimalisme. Donc, c'est une accumulation de toute cette liste-là que Régicide coche à chacune. Ouais. Tu trouves que ça coche toutes les cases, Ça coche tout ce qui caractérise la poésie par rapport aux autres formes d'écriture, Régicide. Mais le pouvoir d'évocation, tu le mettrais sur quoi ? Sur le sentiment de ce qu'on fait en jeu ? Ben oui, c'est que Régicide te donne l'impression de jouer à un dungeon crawler alors que c'est un jeu de cartes pique, carreau, trèfle-cœur. Donc, oui. Ça coche cette case. Ouais. Ça fait preuve de minimalisme comme la poésie parce que il n'y a rien. Ce que tu disais, chaque mot a une fonction. Et là, finalement, chaque point de règle, qui sont pas très nombreux, comme tu le disais, a une fonction et rien n'est laissé au hasard, en fait. Et en plus, c'est que t'as pas de fonction autre que le jeu. Vraiment, là, moi, quand j'ai comparé, avec Aventurier du Rail, t'as besoin de mettre le jeu sur pause et on te dit remélange le paquet de cartes. Mm. Et ça, c'est lié à une limitation physique du jeu. Mais ici, dans Régicide... Parce qu'il n'y a plus de cartes dans la rivière, en fait. Oui, et ça nous en prend d'autres. Et on n'allait pas mettre 400 cartes dans la boîte. Alors que là, ça fait partie du jeu de remettre des cartes dans ce que vous nommez la pioche. Oui. Et si tu peux pas le faire, de toute façon, tu as perdu la fin. À un moment, la partie est... tu peux plus récupérer de la défausse pour mettre dans ta main. T'as plus de cartes dans ta main et donc tu ne peux plus jouer de toute façon. Oui, et aussi, il y a cette notion vraiment d'exploration parce que, je veux dire, le jeu de cartes traditionnel existe depuis longtemps. Et j'ai pas du tout l'impression de jouer à... d'avoir le même objet quand je joue à Régicide. Non. J'ai pas le même objet en main. Ça repousse les limites. Oh, je suis assez oui, là-dessus, c'est clair que... moi, j'avoue, ça n'a aucun rapport pour la chronique et pour la discussion. Moi, j'avoue que Régicide, c'est un jeu que je trouve absolument fascinant. Mais vraiment fascinant, même addictif. Comme tu l'as dit, comme ça repose sur très peu, il y a un simple paquet de cartes, peu ou prou, on pourrait avoir l'impression que c'est très répétitif d'enchaîner les parties, d'y jouer. Surtout que moi, j'y joue que en solo. J'en ai fait une partie à deux. J'en ai fait 2 parties à 2, une fois en ligne avec Flavien, une fois en vrai avec une de tes compatriotes, Marie-Neige, que je salue au passage, tu vois, quand j'étais à Montréal. Il a fallu que je vienne à Montréal pour y jouer en vrai. C'est la seule fois de ma vie où j'y ai joué en vrai. Sinon, je n'y joue qu'en ligne, en solo. Et ce que je trouve incroyable, c'est qu'effectivement, tu pourrais te dire que ça va être ultra répétitif. On pourrait se poser la question de savoir dans combien de combinaisons possibles tu peux avoir. Mais même si t'as pas exactement les mêmes cartes, quand bien même ce serait pas les mêmes combinaisons, le sentiment de jeu, c'est quand même que tu fais toujours un peu la même chose. Et pourtant, t'as toujours cette sensation de découverte de quelque chose de plus quand tu joues. En fait, t'as cette capacité d'exploration et d'émerveillement à chaque nouvelle partie que je trouve assez incroyable. Sur le minimalisme, je me suis demandé si c'est pas quelque part ce qu'on pourrait rapprocher aussi quand on parle de minimalisme. Et effectivement, tu l'as dit, il y a les règles, mais c'est pas tant, si je comprends bien, le fait que les règles soient simples, puisque tu en fais la démonstration en comparant avec Flip 7, c'est plutôt l'absence d'exception. Ouais. En fait, c'est surtout l'absence, et c'est quelque chose
dont on parle souvent, qui est souvent abordé quand on dit bah là s'il y a des exceptions, c'est qu'on a mis ces fameux patchs en fait pour essayer de corriger des trucs, Une rustine, des fameuses rustines de game design chères aux pionfesseurs, et c'est un peu ce qu'on reproche parce qu'on les voit en fait, on les voit vite quand il y a des règles, et comme tu dis, quand il y a même une exception dans l'exception, c'est que tu dis qu'en plus le patch qu'on a mis n'était pas bon, quoi. Mm-hmm. Non, enfin c'est ça, c'est donc, les ou qu'on a essayé de mettre une règle mais qui fonctionne pas, donc oui, je trouve ça, bon, c'est dans mon commentaire, je trouve ça un petit peu triste qu'il y ait autant, mais vraiment autant de cas spéciaux, et il y a littéralement une exception dans l'exception, ce qui, non, je m'excuse, mais c'est non. Donc, mais est-ce qu'il y a aussi dans le minimalisme pour toi l'aspect matériel? Le fait qu'on ait besoin de très peu de choses pour jouer. Est-ce que ça c'est aussi un indice? Ben, j'y avais même pas pensé, mais oui, sans doute qu'on a un simple paquet de cartes. Oui. Donc, en plus, comme tu dis, c'est juste un paquet de cartes. On peut l'émuler. On n'a même pas besoin d'acheter le jeu. D'autant plus que la version physique du jeu, en tout cas la version française, n'a pas de double index. Donc, autant jouer avec un jeu de cartes qu'un double index en plus. Écoute, oui, ben... Mais... Je sais que ce que tu penses du fait d'émuler les jeux, parce que tu dis qu'il n'y a pas de visibilité dans ta ludothèque, tu ne penseras pas à y jouer, mais oui. On a déjà eu cette... Et tu vois, je pensais, est-ce que tu, par exemple, sur le matériel, je pensais à un autre jeu minimaliste qu'on présente souvent comme un jeu minimaliste, ça va être Love Letter. Oui. Parce qu'en fait, Love Letter, c'est très peu de cartes. Oui. Tu vois? Mais je pense que ça se résume jamais ou rarement à un seul truc. Hein. Par exemple, si on parle de minimalisme, c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu me poses la question, est-ce que c'était un ou deux? Ben, en fait, c'est plutôt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est tout ça. Et donc, je pense que la question du matériel participe au minimalisme. Je pense que Love Letter, on peut dire que c'est un jeu minimaliste parce que, entre autres, il y a seulement 16 cartes et un petit paquet de jetons, mais aussi parce que le système fonctionne entièrement par lui-même. C'est-à-dire que j'ai expliqué récemment ce jeu-là dans un bar à jeux, et ben, tu donnes une carte à chacune, et à votre tour, vous tirez une carte et vous jouez une des deux que vous avez en main. Et je viens d'expliquer 88%, mais toute la règle, je pense. Il n'y a rien d'autre à savoir. Tu appliques l'effet. Point. Oui. Et il n'y a pas d'exception au pouvoir. En fait, il n'y a aucune exception, quoi. Non. De toute façon, la carte te dit ce qu'elle fait. La carte te dit ce qu'elle fait. Donc, le garde qui te permet d'éliminer quelqu'un d'autre te dit que tu n'as pas le droit de... Donc, elle dit cibler un autre joueur et deviner sa carte, mais tu n'as pas le droit d'essayer de deviner que c'est un garde. Et ça, c'est écrit dessus. Donc, tu n'as pas à le savoir. C'est pas externe à la règle. Ouais, donc c'est un jeu minimaliste. Et est-ce que tu ferais parce que tu sais, on parle souvent des jeux élégants. Ouais. Et est-ce que il y a un lien pour toi entre élégance et minimalisme? Parce que dans l'élégance, on dit souvent que c'est des règles assez épurées, assez simples, avec pas 50 exceptions, et où tout ce que tu vas faire est assez logique, et que t'as pas grand-chose à retenir, et qu'en fait, là, ce qui va être compliqué, ou en tout cas qui va être... plus crucial, ça va être tes choix qui vont avoir vraiment de l'importance, mais pas la tonne de couches de règles que tu vas devoir ingérer pour pouvoir être capable de jouer au jeu. Ouais, donc un Vital Lacerda n'est pas nécessairement... Je le sais, serait pas élégant parce que c'est compliqué, qu'il y a beaucoup de règles? Ah non, bah non. Bah ouais, puis il y a toujours des... ouais. Ou même, tu sais, tous ces jeux où dès que tu fais quelque chose, ça déclenche plein de bonus. Oui. Et où dans les ordres, il faut que au bout d'un moment, même parfois tu t'y perds. Oui. Ça peut pas dire que ce soit très élégant. Mais je le sais pas parce que je me suis pas posé la question. C'est tentant de répondre oui, le minimalisme participe à l'élégance, mais je préfère dire je le sais pas. C'est plate un peu pour le spectacle, là, mais désolé. Ouais, c'est nul. Donc, parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent comme commentaire. Et moi, la première, hein, c'est pour ça que je peux le dire, moi, je suis la première à dire ça, c'est élégant, ça, c'est pas élégant. Et en fait, je pense que c'est pas si évident que ça de qu'est-ce qu'on met derrière l'élégance. En fait... Ben non, absolument pas. On le dit, mais sans savoir ce que ça signifie. Je pense qu'il y a souvent dans l'idée quelque chose que tu disais par rapport au minimalisme, c'est le fait qu'il n'y ait pas des exceptions à foison sur les règles principales, en fait. Donc, c'est que ton système gère tout. Oui. C'est que ta règle centrale gère l'ensemble des éléments, que ce soit quoi faire avec la défausse, que ce soit quand est-ce prendre des cartes, que ce soit... Chaque action est intégrée dans le système. Donc, je serais tenté de dire oui, le minimalisme participe à l'élégance,
mais j'ai une intuition quelque part dans mon cerveau où ça dit « Ah, il me semble que c'est pas suffisant. » Non, c'est ça. Ouais. Et est-ce qu'il pourrait y avoir des jeux qui ne sont pas minimalistes et qui sont élégants quand même? Je me pose la question et je le sais pas bien humblement. Oui, il faudrait qu'on réfléchisse plus avant. Et il y a un truc que j'ai beaucoup aimé dans ce que tu as dit. Bon, il y en a plein, puis évidemment, mais il y en a un. Non, c'est quand tu as dit un bon design, c'est un design qu'on ne voit pas. Oui. Et ça, je pense que c'est totalement, en fait, c'est vraiment vrai. Enfin, je veux dire, la manière dont tu l'as formulé, ça m'a vraiment sauté aux oreilles, si je puis dire, parce que on a tendance toujours à vouloir décortiquer, tu vois, en détail, et les éléments de game design, etc., les mécaniques et tout, alors qu'en réalité, souvent, quand c'est très réussi, et en fait, on n'y pense même plus en jouant. En fait, on n'est que dans l'enchaînement de ce qu'on a à faire en jeu, et on est moins à analyser tout ce qu'on est en train de faire quand on joue, quoi. Et ça me rappelle aussi cette expression où on dit, finalement, tout ce qui est un peu mécanique et tout, c'est de la tuyauterie. Et c'est un peu, finalement, c'est un peu tu vois, la machinerie au théâtre, ce que tu dois pas voir, en réalité, quand tu vas à une pièce de théâtre, t'as pas envie de voir les trucs avec les cordes qui montent les décors ou qui font passer... Non, t'as envie de voir la lune qui se promène dans le ciel. C'est ce que tu veux voir. Tu t'as pas envie de voir ce qu'il y a. C'est une phrase qui doit me venir... Ouais. C'est une phrase qui doit me venir de Manuel Sanchez, mon bon ami qui est au Scorpion masqué, qui a dû m'apprendre. Une des nombreuses choses qu'il m'a apprises depuis son arrivée. Ouais, donc un bon design. Et c'est pour ça aussi, souvent, qu'on a difficulté à le reconnaître parce que, comme on le voit pas, le bon design est invisible, on a de la difficulté à le reconnaître parce qu'on n'y pense même pas. Oui, c'est ça. Ça nous choque pas. Et je vais donner un exemple très con, mais depuis que je connais cette phrase-là, là, je me mets à observer ce qui est mal fait. Donc, mon grille-pain, mon toaster en bon québécois, le câble d'alimentation, il sort depuis l'avant. Mais c'est con parce que là, le câble, je dois lui faire le tour au complet du grille-pain pour le ramener dans le mur. Alors que si le câble d'alimentation sortait à l'arrière, il serait pas dans le chemin, il serait pas sur le comptoir. Donc, c'est vraiment un très mauvais design. Mais je l'aurais peut-être pas observé si je n'avais pas connu cette phrase-là, ou j'aurais pas pu formuler ce qui marchait pas dans le design de cet objet. Ok, je comprends. Tout ça, ok. On est passé de la poésie au toaster, c'est... Tout est dans tout. Ouais, mais non, c'était super intéressant. Et en plus, moi, je trouve Régicide, voilà, je te dis, pour moi, c'est un jeu fascinant parce que, effectivement, et avant qu'on en discute plus en détail, j'avais pas mis le doigt dessus sur le fait que, en fait, c'est exactement les sensations d'un dungeon crawler, quoi. Mais avec tout ce qui est horriblement... parce que là, on n'a pas essayé de te foutre du lore, de la mauvaise narration autour. T'es pas en train de te demander, alors là, faut que je calcule pour l'initiative, il faut pas que je calcule pour la distance d'attaque. La ligne de vue. Le nombre de cases. Bloquer le chemin, tu peux passer à travers les figurines qui sont amies, mais pas les figurines ennemies, voilà, c'est ça. Tout ça. Et t'as pas tous ces trucs qui sont lourds, en fait, et qui font que moi, les Dungeon Crawler, j'ai toujours très envie d'y jouer, mais je suis toujours, dès que je commence à y jouer, je me fais, oh là là, pourquoi à quelques exceptions près. Mais Cthulhu Death May Die est un Dungeon Crawler, non? Oui, tout à fait, et c'est ce que je dis, c'est que dans l'avantage de Cthulhu Death May Die, c'est que tout est vraiment ultra simple et très intuitif, en fait. Et je pense que c'est parce que les règles sont assez épurées, les règles de base sont assez épurées. À ton tour de jeu, tu fais 3 actions parmi des trucs ultra simples. Et il n'y a pas tellement de points d'exception à ce que tu fais, tu vois. Mm-hmm. Et je pense que c'est ça qui fait qu'il remplit bien sa fonction. Mais là, dans Régicide, t'as l'essence, en fait, du dungeon crawling sans toute la mauvaise cosmétique qu'on peut avoir autour, quoi. Mais c'est ce qui est fascinant, et c'est peut-être un autre... ça renforce ce que je dis sur son lien avec la poésie. Ça te fait sentir, ça te donne un peu la saveur du dungeon crawling, mais ça n'en est pas un pour autant. Et c'est ça qui est fascinant. Ça n'en est pas un, mais tu le ressens. Je sais pas quoi en tirer comme conclusion, mais... Ça en extrait l'essence sans forcément être la chose en question, quoi. Donc ça t'évoque... C'est vraiment de l'évocation, hein. C'est vraiment ce que tu expliques. Hein. C'est un gâteau qui est en train de cuire dans le four et t'as l'odeur, mais l'odeur, c'est pas le gâteau lui-même. Et Régicide, c'est un peu ça. On parle par image encore. Et une métaphore qui n'est pas hivernale cette fois-ci. Oui, j'ai remarqué que t'aimais bien les métaphores hivernales en général.
Ben, en tout cas, voilà, par ailleurs, je conseille à tout le monde de jouer à Régicide, vraiment. Je conseille de l'essayer. Je sais pas, c'est un jeu que j'aime bien. Là, j'en ai joué plus d'une vingtaine de parties. Mon fils en est fou. Je me pose la question à quel point notre espace décisionnel est ouvert. C'est une question. Parce que les coups me semblent souvent dictés, mais c'est peut-être mon incompétence qui s'exprime ici. Non, je pense que c'est plus parce que t'es trop dans l'optimisation et la performance. Oui, mais moi, j'aime gagner. Peut-être que nous en reparlerons tout à l'heure, d'ailleurs. Mais moi, ça m'arrive souvent et quand même, je gagne aujourd'hui parce qu'au début, j'avais pas vraiment lu les règles. Donc moi, j'ai appris les jeux un peu en... Enfin, Flavien m'avait expliqué une fois, mais comme j'avais écouté d'une oreille comme toujours. Et je suis vraiment... En fait, c'est vraiment en jouant que j'ai beaucoup plus compris les règles. Et maintenant, je gagne, on va dire, quand même très, très souvent. Mais il y a plein de moments où je me dis, mon Dieu, en fait, il y avait un tel meilleur coup à faire et je l'ai vu. En plus, tu peux pas rollback dans la version en ligne. Alors, pour quelqu'un comme moi, c'est un drame. Et il y a le nombre de fois où je me dis, mais en fait, non, ça aurait été encore un meilleur coup. Donc, tu vois, ou alors parce que je suis très peu compétente, je ne sais pas, c'est peut-être mon incompétence qui fait ça, mais il y a plein de moments où je me dis, en fait, il y avait encore un meilleur coup à faire que celui que je viens de faire, quoi. bon. Écoute, tiens, on va demander aux auditeuristes de nous dire si est-ce qu'on a, à quel point l'espace décisionnel est vraiment ouvert dans Régicide. Voilà. Donc voilà, c'était notre première chronique. Paul Gara, voudrais-tu, s'il te plaît, nous livrer la tienne? Alors, en vrai, j'ai pas spécialement envie, mais bon, il va bien falloir le faire, hein. L'essentiel, c'est d'être aimé. Le reste importe peu. La seule vérité, c'est compter pour quelqu'un. Quoi qu'il puisse arriver, c'est entrer dans son cœur. Donc, chronique numéro 14. S'abandonner à la beauté du hasard. Combien de fois avons-nous dit ou entendu, Christian, cette phrase « Le hasard fait bien les choses » ? 2 ou 3, mais c'est toujours à la télé, jamais dans la vie. Tu plaisantes. Non. T'as jamais personne dans la vraie vie qui te dit « Le hasard fait bien les choses » ? C'est très rare. Il me semble que c'est toujours dans la fiction, c'est toujours dans... Ah non, mais vraiment, on ne vit pas dans la même vie. Non, OK. Qu'il s'agisse d'une rencontre imprévue débouchant sur une passion amoureuse, d'une décision prise sans réfléchir qui nous permet de découvrir de nouvelles opportunités insoupçonnées, ou encore d'avoir choisi d'ouvrir la porte de gauche plutôt que la porte de droite dans un livre dont vous êtes le héros, puisque souvent quand même on fait les choix par hasard, oui. Et on débouche sur la salle du trésor. Voilà, donc moi j'ai un petit tips, dans le doute choisissez toujours à gauche, voilà. Et parfois, le hasard peut aussi mal faire les choses, mais ça, on en parle moins souvent. Alors, le hasard nous fascine probablement parce que notre esprit, il est conçu pour créer des liens de causalité et qu'il nous est difficile de concevoir ce qui surviendrait sans raison. On va toujours chercher du sens, des causes, des intentions, même là où il n'y en a pas, et on a tendance à remplir en fait les blancs. D'ailleurs, en sciences comme en philosophie, de nombreux courants tendent à démontrer que le hasard n'existe pas. Chez Pierre-Simon de Laplace, un scientifique et philosophe qui s'est notamment beaucoup intéressé aux probabilités, ce que nous appelons hasard est en réalité l'incarnation de tout ce que l'on ignore. Si nous connaissions toutes les variables, alors tout serait prévisible. Et pour prédire le hasard, on peut utiliser justement les probabilités, les statistiques, etc. Tout autant de méthodes mathématiques qui tendent à démontrer que le hasard est à la fois prédit et prédictible. De même, en philosophie, chez Bergson, le hasard ne semble pas réellement exister indépendamment de l'humain. Ce que nous appelons hasard n'est en réalité qu'un enchaînement de causes et d'effets dont nous ignorons les mécanismes. Tant que nous ne comprenons pas ce qui est à l'œuvre, nous allons parler de hasard. Et donc le hasard, chez Bergson, ce n'est pas une force mystérieuse qui gouvernerait le monde. Une déesse, la Fortuna, c'était le nom de la déesse du hasard. Mais le nom que nous donnons à notre ignorance, une manière humaine de composer avec l'imprévisible. Alors, cette chronique, elle a été guidée par une jolie expression, je trouve, reprise à Eric Lang, qui disait qu'il est agréable de s'abandonner à la beauté du hasard. Donc quelque chose qui nous est imprévisible et qu'on ne maîtrise pas. Le mot hasard, il tire son étymologie du mot arabe
hasard qui signifierait dé et qui d'ailleurs signifia pendant longtemps, enfin se référait pendant longtemps à un jeu de dés. C'est quand même assez amusant pour un podcast qui parle de jeux de société. Et ce qui est drôle, c'est qu'en anglais, par exemple, le mot hasard a pris tout à fait un autre sens, puisque c'est la même étymologie, la même origine. Mais dans le mot anglais, on a une notion de danger qui est beaucoup plus forte que dans le mot français, qui est peut-être plus neutre. Mm-hmm. Et donc, c'est ce que je disais, quoi de plus symbolique que le dé pour représenter justement le hasard dans les jeux de société. Le hasard, il occupe une véritable fonction dans les jeux. Il va introduire de l'incertitude, mais en réalité, il va créer de la dramaturgie dans un univers qui est profondément mathématique. Il va venir troubler aussi une tendance très humaine au contrôle et il va nous obliger à nous adapter. À travers le jet de dés, mais aussi le tirage de cartes ou l'apparition d'un événement inattendu, quelque chose bascule. Une action échoue alors qu'elle semblait acquise, un plan parfaitement construit s'effondre, une victoire improbable surgit. Et c'est précisément dans ces bifurcations, finalement, que va naître la narration, notre fameuse capacité à nous raconter une histoire quand on joue, même quand on ne joue pas à des jeux narratifs. Le hasard ne se contente pas donc d'ajouter de la tension, il va produire des souvenirs, créer des scènes que l'on raconte encore des années plus tard. C'est donc moins la justice du hasard qui va nous intéresser aujourd'hui que sa puissance narrative, même si on pourra parler de la justice du hasard aussi. Comment, en troublant le contrôle et en introduisant de l'imprévisible, il permet au jeu de dépasser le simple calcul pour devenir une expérience vécue, parfois chaotique, parfois injuste, mais profondément mémorable. Donc, on va d'abord parler plus de la narration et tous les exemples principaux dont on va parler viennent quand même du jeu de rôle parce que le hasard, c'est un élément essentiel du jeu de rôle. Il est intégré complètement à la mécanique puisqu'il va être représenté en fait par un tirage de dés ou de cartes, mais on pense quand même principalement aux dés. Le hasard, il va y être utilisé pour incarner les événements imprévisibles susceptibles de se produire et pour sanctionner les choix aussi opérés par les joueuses. Donc dans le jeu de rôle, les possibilités de succès des personnages sont souvent corrélées avec leur niveau dans une caractéristique ou une compétence. Or, comme une certaine personne l'a déjà développé, l'incertitude de la victoire ou de la réussite, c'est un moteur important à l'intérêt de jouer. Si nos réussites étaient strictement proportionnelles et toujours proportionnelles aux compétences, le jeu deviendrait très vite prévisible. Parce qu'en fait, les probabilités se vérifient sur un très grand nombre de tirages. Alors, je suis pas une mathématicienne du tout, mais j'étais quand même me faire confirmer par quelqu'un qui s'y connaît beaucoup mieux que moi en mathématiques, quelle était mon intuition. C'est-à-dire que effectivement, en termes de probabilité, je peux avoir 6 chances sur 10 de réussir. Parce que par exemple, c'était l'exemple que tu m'avais donné, on a 60% de compétences en trouver objet caché. Normalement, j'ai donc 6 chances sur 10 de réussir mon jet. Sur une session, en revanche, où je vais peut-être faire que 3 jets de dés, en fait, cette probabilité, elle va pas forcément se vérifier du tout. Enfin, on peut tout à fait faire 3 échecs. L'échantillon, en fait, est trop faible. Et donc, à chaque lancer de dés, je prends toujours un véritable risque. C'est pas parce que j'ai raté 2 fois sur les 3 jets que je ferai dans la soirée que je vais réussir le 3e. En fait, ce n'est pas possible. Sur un si petit échantillon, ça ne marchera pas. Mais de toute façon, c'est un peu comme ceux qui achètent des billets de loterie et qui disent « ça fait 10 ans que j'achète des billets de loterie, je suis dû pour gagner ». Voilà. Non, vous avez mal compris les stats. Voilà. Donc, je vais toujours prendre un risque à chaque fois que je lance le dé, quel que soit en réalité mon niveau de compétence, dans la compétence, et les résultats vont venir modifier forcément le déroulement de l'intrigue. Le fait qu'il y ait cette possibilité en fait que les probabilités ne se vérifient pas sur les faibles échantillons et qu'il y ait du hasard, ça permet aussi de contrer un peu une surspécialisation des personnages qui est vite marquée et vers laquelle on a vite tendance à se tourner. Parce que forcément, face à une porte à crocheter, on a toujours tendance à envoyer le même personnage, celui qui a la meilleure stat en crochetage, donc la meilleure dextérité, voilà. Sauf que grâce au hasard, ça permet d'atténuer un peu cette division des rôles qui est presque industrielle, une façon de jouer un peu fordiste, et qui finit par priver le jeu de son plaisir et de sa surprise, parce que ça laisse entrevoir la possibilité pour toutes les joueuses de réussir, même dans des domaines dans lesquels leurs personnages ne sont pas du tout supposés exceller. Donc ça permet, ce recours au hasard, il permet ainsi de maintenir une certaine équité entre les joueuses, entre les personnages. Et je trouve que c'est par exemple beaucoup plus vrai dans le jeu de rôle que dans les jeux vidéo, où là, ça va vraiment être des stats qui vont s'appliquer. Quand on a des répartitions de rôle classiques en tank, healer, DPS, je trouve que dans ces jeux-là,
au final, on va vraiment garder notre spécialisation, on n'ira pas faire autre chose, et ça fait qu'on a souvent des phases de jeu très très répétitives dans lesquelles, au bout d'un moment, ça a fini par être juste super chiant, alors qu'en jeu de rôle, même si je suis magicien, je peux quand même donner un coup d'épée, et peut-être que je ferai un super jet de dés, et j'ai peut-être quand même une chance de m'en sortir. Voilà, un autre exemple du jeu de rôle, pour vraiment l'illustrer, c'est l'anneau unique. Là, on peut même réussir dans une compétence où mathématiquement, on ne peut pas réussir. Je m'explique, il y a des niveaux à atteindre. Or, si je vais lancer un des 12, si par exemple, ma compétence de base, elle est trop faible, je ne peux pas de toute façon atteindre le seuil de réussite. Faudrait que j'aie un 13, par exemple, ou ça me demanderait un truc impossible. Oui, voilà. Et en fait, il faudrait que tu aies un modificateur tel ou tant de bonus. Alors, je me souviens plus exactement comment ça fonctionne, mais mathématiquement, même si je dois faire 16 et que j'ai que plus 2, 12 plus 2, ça fait 14, je peux pas réussir. Mais dans ce jeu-là, tu as toujours la possibilité de faire un 12, qui est une rune de Gandalf, et c'est une réussite automatique. Donc, même dans une compétence où mathématiquement tu ne peux pas réussir, eh bien, tu as toujours quand même l'espoir de réussir en faisant un 12. Ce qui permet aussi quand même de tenter, et forcément, si tu réussis, c'est absolument extraordinaire. Enfin, t'as réussi de la plus belle des manières. Surtout, le jet de dés, il ne se contente pas, selon moi, de dire si une action réussit ou échoue. Il peut faire basculer une situation entière et parfois de manière irréversible. Et ça impose aussi aux joueuses de s'adapter au résultat du dé et aussi d'adapter la narration de la table en conséquence. Un jet de dés, c'est pas donc qu'un verdict, mais c'est aussi une proposition. Moi, je l'ai vécu très récemment en jeu de rôle. Alors, j'espère que les personnes avec qui je joue ne vont pas écouter, parce que sinon, elles vont avoir un petit secret sur le début de notre campagne. Donc, on a commencé une campagne de l'Appel de Cthulhu, et dans la phase de démarrage, il y avait un prologue qui peut être joué, mais qui n'est pas du tout obligatoire, et qui est destiné un peu à poser l'ambiance, à permettre, les premières interactions entre les personnages, de se mettre en place, etc., de planter le décor. Donc, dans cette scène, il y avait des petits détails qui sont des clins d'œil à la thématique du jeu, bien évidemment, mais qui n'ont aucun rapport avec ce qui va se passer par la suite. Comme les personnages sont avant tout des joueurs et des joueurs et pas des joueuses, et que le bêta-game, il prend vite le dessus, ils ont décidé de s'intéresser à ces petits détails. Ils ont fait des jets d'histoire, d'archéologie, etc. Et au cas particulier, les 4 joueurs, ils ont raté leur jet. Ils n'ont donc eu aucun indice ou aucune information complémentaire. Chacun a pensé qu'il avait manqué quelque chose d'essentiel. Sauf que ce n'est pas parce qu'ils ont raté leur jet, mais tout simplement parce qu'il n'y avait absolument rien à trouver. Et donc, à ce moment du jeu, ils ne savaient pas, ils n'en savaient rien, ils étaient persuadés qu'ils étaient passés à côté d'informations capitales. Leurs échecs ici, ils ont permis de créer une meilleure narration collective que s'ils avaient réussi et que je leur avais juste dit qu'il n'y avait rien de bien intéressant. De la même manière, dans le système du PBTA, donc le Powered by the Apocalypse, il y a aussi d'autres systèmes de jeux de rôle, bien sûr, qui reprennent ces idées. Les niveaux de réussite vont permettre de contribuer à créer de la narration émergente, co-construite. Donc, dans le PBTA, notamment, on va jouer avec 2d6, la meilleur score étant le 12, mais la réussite, elle commence à partir de 7. Sauf qu'un résultat compris entre 7 et 9, ça implique également, en principe, une conséquence négative pour la joueuse. Donc, elle va réussir l'action, mais elle va avoir une conséquence négative que le ou la MJ devra réussir à trouver, en fait, à proposer dans l'histoire, ou la joueuse d'ailleurs. Et c'est ainsi qu'au moment de l'arrestation d'un criminel dans Brindlewood Bay, Nancy Anderson, Mad, a certes désigné le bon coupable, elle avait fait 7, je pense qu'elle avait fait 7, mais comme celui-ci a voulu, comme ce n'était pas une réussite complète, le coupable s'est enfui, elle a voulu sauter par la fenêtre ouverte pour le poursuivre, mais elle s'est cassé la figure dans un rosier et elle a eu des petits désagréments physiques. Des ecchymoses ou des... Voilà, des ecchymoses. Et donc, ce n'est pas tant le hasard qui raconte, en fait, là, on voit bien que c'est notre manière d'accueillir ce qu'il produit, de se l'approprier et de créer la fameuse narration émergente à laquelle tu sais que je suis particulièrement attachée. Alors, le hasard va aussi créer des souvenirs mémorables. Étrangement, l'intervention du hasard, elle rend certains de nos échecs et certaines de nos réussites particulièrement mémorables. Bien plus que toutes les fois où nous pouvons nous reposer sur notre seule intelligence, notre talent stratégique ou nos capacités d'optimisation. Dans l'interview que j'avais pu faire de lui, Rob Daviau, il mentionnait l'exemple de Heroescape, dans lesquels les joueuses devaient traverser un chemin incluant 2 cases de lave. Initialement,
Si une joueuse marchait sur une caisse de lave, elle ne s'en sortait pas, elle était morte. Rob Daviau expliquait dans l'interview que lui, il a proposé que la joueuse fasse alors rouler un dé et que sur un 20, elle s'en sorte. Et comme il y a 2 cases de lave dans le jeu à traverser, il lui faudra réussir à faire 2 20 pour s'en sortir et donc traverser tout le chemin de lave sans encombre. Et forcément, son argument pour maintenir ce jet de dés, c'était de dire que pour les quelques fois où ça se produira, en fait, la joueuse s'en souviendra toute sa vie. Et je pense que nous avons tous et toutes vécu cela, un jet de dés sorti de nulle part, qui malmène les probabilités, nous offre une victoire éclatante à laquelle nous arrivons à associer un souffle épique ou héroïque et dont nous sommes capables de raconter les moindres détails des années plus tard. Et j'avoue que je suis aussi capable d'expliquer des échecs mémorables de la même manière. Je suis la spécialiste de l'échec, des échecs au jeu de rôle. Et donc, oui, échec critique, voilà, je te disais, je sais de quoi je parle, parce que récemment, j'ai joué à Runta. J'étais l'amiral en chef, il y a eu un coup d'État. Il y a 6 tours de conflit de coup d'État. Je jetais 5 dés, je touche sur un 6. J'ai fait 6 tours, jeté 5 dés, je n'ai fait aucun 6. Donc, sur 30 dés, t'as fait aucun 6. Aucun 6, voilà. Donc, autant dire, je n'ai touché aucun putschiste. Ce n'est pas grâce à moi que le palais présidentiel a été sauvé. Et je peux te garantir que depuis ce moment, je ne veux plus jamais être nommé amiral en chef. Je pense... Donc, tu es comme ces gens qui continuent de s'acheter des billets de loterie en se disant j'ai tellement de malchance accumulée que que ça modifie mes prochains jets. Exactement. Tu es pareil. Voilà, c'est ça. C'est totalement irrationnel, mais je pense que c'est terriblement humain. C'est ce que ces moments ils ont en commun, ce n'est pas seulement leur improbabilité, en fait, c'est qu'ils transforment un aspect mécanique du jeu en un récit personnel. Et à partir de là, la partie, elle cesse d'être un enchaînement de règles pour devenir une histoire que l'on raconte, pas tant que le jeu raconte d'ailleurs, mais que les joueurs et joueuses arrivent à se raconter avec. Le hasard aussi va stimuler les joueuses. Parce que si le hasard transforme la partie en histoire, c'est peut-être parce que nous n'aimons pas seulement gagner. Et oui, peut-être qu'on ne joue pas que pour gagner et que nous n'aimons pas seulement gagner. Nous aimons raconter. Et rappelle-toi ce que disait Amabel Hollande dans son ouvrage Cardboard Ghost. Nous, les humains, nous sommes faits pour les histoires. Si nous transformons ces moments en histoire, c'est parce que raconter nous permet de leur donner une place. Un échec devient drôle, une défaite devient héroïque, une erreur devient légendaire. Le hasard dans les jeux, il nous permet aussi d'adoucir les conséquences de notre propre incompétence. Peut-être ne sommes-nous pas nécessairement dupes, mais oui, le hasard permet de perdre sans culpabilité totale parce qu'il autorise plus facilement l'erreur, l'imperfection, l'imprévu. Il nous autorise à ne pas être performante à chaque instant du jeu, mais à donner du sens. Et lorsque le hasard nous favorise, alors on va invoquer le destin, la bonne fortune, notre chance, et parfois même notre talent. C'est aussi accepter que le jeu se joue de nous tout autant que nous jouons au jeu. C'est accepter une part de romanesque et d'aventure dans le jeu, de ne pas être totalement maîtresse de la partie sans en éprouver de la culpabilité. C'est apprendre à se détacher du résultat en privilégiant le moyen, le jeu, la partie, plutôt que la finalité, la victoire ou la performance. Jouer en acceptant le hasard, c'est accepter de ne pas être souveraine, mais aussi se réapproprier ce qui se passe autour de la table. Le hasard ne va pas venir parasiter le jeu, le casser ou empêcher son système de fonctionner. Le hasard, au contraire, c'est une matrice du jeu qui permet aux joueuses de souffler, de prendre de la distance avec les enjeux symboliques des parties, de s'exonérer de leurs responsabilités dans les échecs, de se souvenir avec émotion des situations imprévues. En filigrane, l'idée de s'abandonner au hasard, ça évoque aussi l'idée de lâcher prise, d'abandonner la recherche de la performance ou du contrôle absolu pour s'autoriser, pour une fois, de subir plus que de décider. Et tu parles c'est une authentique contrôle freak qui contrôle tout dans la vie qui te le dit. En écrivant cette chronique, j'ai repensé aussi à un podcast que j'avais écouté il y a peu, consacré aux pratiques BDSM. Il en ressortait notamment que le BDSM, c'est souvent mal compris parce qu'on le réduit à une pratique sexuelle, une catégorie parmi d'autres sur une plateforme de vidéos pornographiques. Or, ce qui est central pour beaucoup de personnes qui s'y engagent, ce n'est pas l'acte en lui-même, mais le cadre. Des règles explicites, un consentement clair, des rôles définis et surtout une suspension volontaire du contrôle dans un espace sécurisé. Et finalement, le BDSM fonctionne exactement comme un jeu. Les règles sont convenues à l'avance, le cadre est consenti et négocié, décorrélé du réel,
une sorte de cercle magique, avec des conséquences très limitées pour la vraie vie et surtout un abandon volontaire de la souveraineté, en tout cas pour celui qui, dans le cadre de cette pratique, sera dans la position soumise. Et dans le BDSM, comme dans le jeu qui inclut une dose de hasard, on ne recherche pas la performance, mais plutôt une expérience, pas un résultat. De la même manière, accepter le hasard dans un jeu, ce n'est pas renoncer à jouer ni devenir passif. C'est accepter que tout ne dépende pas de nous, que la partie ne soit pas entièrement le reflet de notre compétence, et que cela soit non seulement acceptable, mais parfois désirable. Désirable parce que l'on peut éprouver un soulagement à ne pas être responsable temporairement dans un cadre dont l'incidence sur la vie réelle reste atténuée. Ben, merci beaucoup pour cette chronique. Je souris parce que j'avais pas lu la toute dernière ligne que tu as dû ajouter récemment, peut-être. Oui. Et qui me fait penser à certains moments dans des jeux de stratégie où, pensons à un Agricola. Et là, c'est le joueur qui est avant toi, qui est en train de réfléchir, et toi, tu t'interroges, est-ce que je prends l'option A ou B, et là, c'est comme si ta vie en dépendait, hein? Parce que surtout pour quelqu'un qui, comme moi, accorde peut-être un peu trop de valeur à la victoire, mais là, je sais pas quoi faire, et tout à coup, la personne avant moi prend l'option A, et il ne me reste plus comme choix raisonnable que l'option B. Et là, il y a un petit soulagement parce que je me dis, ouf, ben si je perds, ce sera plus de ma faute parce que on m'a réduit à faire ce choix. Donc, il y a quelque chose de soulageant, effectivement, à ne pas être entièrement responsable de ses échecs des fois. Bon, on dit que des fois, l'erreur est humaine, mais mettre la faute sur le dos d'un autre l'est encore plus. Mais non, mais je comprends. C'est-à-dire que parfois, lorsque tu as des choix qui sont trop cornéliens, c'est reposant que finalement le choix disparaisse parce que quelqu'un a fait quelque chose avant toi qui rende ce choix inopérant. Et que du coup, peut-être que tu n'as plus le choix et tu feras, comme tu dans ton exemple, l'action B, ou peut-être que du coup, tu n'as plus le choix qu'entre B et C, mais B est tellement mieux que C que ton choix est vite fait. C'est exactement ce que je décris. Mais souvent, dans Agricola, il y a plus que 2 actions, mais disons, souvent, dans ce genre de jeu, il y en a 2 ou 3 qui sont potables et, selon le contexte, les autres ne le sont pas. Mais là, on t'enlève une des 2 seules qui était potable, ben là, il y a quelque chose de soulageant. Et on peut faire la même chose avec le hasard. Mon bon ami Alex dit que les bons jeux dans lesquels il y a du hasard sont ceux où on arrive à te faire sentir intelligent quand tu gagnes et à pouvoir blâmer le hasard quand tu perds. Ça, c'est une marque de bon jeu. Oui, c'est ça. C'est une phrase qui est assez connue. C'est quand tu gagnes, c'est grâce à ton talent, mais quand tu perds, tu n'as qu'à blâmer le hasard et comme ça... tu peux te dédouaner de ta responsabilité. Exactement. Mais ça touche vraiment ça aussi, hein, au fait de se sentir responsable de ses actes. L'incursion du hasard permet aussi de diminuer un peu les attentes que tu peux avoir vis-à-vis de toi-même. Oui. Quelque part. Et quand on est un peu exigeant envers soi-même, ça peut être une bonne chose de vivre ça. Oui. Dans le jeu est une forme de fuite, disait Bruno Fedduti. Il y a de ça, parce que ça reboucle avec ce qu'on a déjà dit, mais moi, j'enlève pas du tout aussi le fait que le jeu, il est aussi on a aussi besoin de savoir des choses qui n'impactent pas notre vie réelle, en tout cas. Et c'est des moments où, effectivement, c'est un cadre dans lequel tu peux faire ce choix de ne plus être responsable et de ne pas t'abandonner à quelque chose qui, moi, dans la vie, je déteste l'imprévu, je déteste ce qui est imprévisible. J'ai un énorme besoin de contrôle. Je pense que, on pourrait en parler ce que ça veut dire, en fait, les gens qui ont vraiment du contrôle. Mais dans les jeux, moi, j'aime beaucoup les jeux de stratégie, les jeux de gestion dans lesquels il y a une part de hasard, parce que c'est un hasard qui est sans incidence grave, en fait. Tu vois ce que je veux dire, en fait, et ça me fait du bien d'accepter à un moment que je puisse ne pas tout le temps avoir le contrôle de tout. Je pense même que c'est sain pour ma santé mentale, en fait. Ben, je vais peut-être y revenir, mais je te pose la question parce que ça recoupe un truc dont je voulais discuter. Dans un jeu relativement compliqué où tu as un apprentissage de règles conséquent, tu as une durée de 2 heures, voire plus, et que tu réfléchis beaucoup, puis au final, le hasard aura décidé que tu gagnes pas parce qu'il y avait rien à faire.
c'est pas un peu frustrant ou il n'y a pas une espèce de contresens à la chose? Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu dis que par rapport à l'investissement que tu as mis, mais en fait, il me faudrait un exemple concret pour te répondre. Je te dis parce que moi, j'ai déjà eu cette discussion sur... on en a déjà parlé, mais moi je joue aussi le vendredi comme toi, mais pas avec la Ligue du Vieux Poil. Et on fait beaucoup de jeux de gestion et régulièrement, mes partenaires de jeu me sortent des trucs comme oui, là il y avait, là il y a un avantage, là c'était le hasard du tirage, là c'était le hasard du placement. Et en fait, moi j'ai pas du tout ce ressenti. J'ai le sentiment quand même qu'en réalité c'est un hasard avec lequel on a tous dû à un moment composé. Donc, donne-moi un exemple concret, peut-être. Ah, mais non, mais des fois, ça, je trouve que c'est la sortie facile. Il faut composer avec le hasard. Attends. Des fois, comme dans la vie, il y a des gens qui... Non, mais c'est vrai, il y a des gens qui naissent favorisés parce ils viennent dans un milieu où ils seront plus encouragés et d'autres dans des milieux défavorisés. Et là, va donc répondre à ces gens dans des milieux défavorisés. Ah ben, tu dois composer avec ce que le hasard t'a donné. Fuck off, là, je m'excuse, mais là, c'est pas... Non, parce que là, la réponse, c'est que c'est à l'État de faire en sorte de mener des politiques qui permettent de rétablir l'équité entre les personnes. Ben, alors, l'État n'est-il pas la règle originale dans le jeu? Donc, je vais te donner un exemple. Ah, peut-être. Peut-être ça, c'est intéressant comme idée, tiens. Bon, tiens, sujet de chronique encore, comme si on en manquait. Je pense au jeu Eclipse, dont la première version est sortie en 2011. Un jeu 4X, là, où on crée une galaxie. Ça ressemble beaucoup à Twilight Imperium. Et on a des petits vaisseaux et on va aller faire la guerre. Au début de la partie, donc, la galaxie n'est pas créée. Et quand tu fais l'action explorer, ben, tu tires une tuile et tu peux la poser ou pas à côté du système où tu te trouves. Mais il y a une très grande, mais très, très grande disparité entre une tuile et une autre. Ce qui fait que quelqu'un qui va tirer de meilleures tuiles ou qui va être avantagé ou quelqu'un qui sera complètement entouré de tuiles occupées par des anciens, donc des adversaires qu'il faut éliminer, va être retardé. Et ça, c'est déterminant pour un jeu qui dure 45 minutes par joueuse autour de la table, donc, et qui a beaucoup de règles. Je trouve qu'il y a un contresens dans la chose. Mais, alors, je comprends ce que tu veux dire, mais il y a aussi des jeux où l'introduction d'une dose de hasard permet aussi d'éviter que ce soit toujours le meilleur qui gagne. Oui, non mais vraiment pas, c'est pas une charge contre le hasard, mais c'est que ouais. Parfois je trouve que le hasard est mal introduit dans le jeu. C'est peut-être qu'effectivement, après c'est peut-être le fait parce qu'il y a quand même des jeux dans lesquels tu as du hasard qui est introduit et c'est bien fait. Ben oui. En fait, et c'est là que je dis ça va pas contre le jeu, en fait, c'est une des matrices du jeu. Peut-être que là c'est juste que c'est pas bien fait ou que ça crée un déséquilibre réel ça crée un déséquilibre de départ. Mais c'est ça, et de départ, parce que on a tous une fin de partie, tu l'as mentionné, où ça s'est joué sur un jet de dés, un truc épique, et ça a été extraordinaire. Et ça, c'est le fait que le jeu se décide sur un jet de dés à la fin, ce n'est pas un problème. Je crois que le jeu de 3-4 heures se décide sur un jet de dés ou un tirage de tuiles à la minute 5, ça, c'est un problème. Et me faire dire « Ah, mais t'as juste à composer avec le hasard. » là. Excuse-moi, mais... Fuck. Va chier. Il va falloir commencer à biper Monsieur Lemay, ça y est, il jure comme moi. Donc, ouais. Mais tu vois, j'apprécie... donc, j'ai joué à Twilight Imperium, je l'ai mentionné. Les batailles sont plutôt bien faites, même si c'est du output randomness, donc du hasard post-décision. Hein, tu dis j'attaque, et là, tu vérifies si tu as réussi. Donc là, ça fonctionne, mais dans Eclipse, la composition de la galaxie alentour me semble problématique. Il y a plein de jeux dans lesquels il y a du hasard et que je les aime beaucoup. Je te parle beaucoup de Zenith et récemment parce que je l'apprécie, ou Carcassonne. Hein, c'est 2 jeux avec un hasard qui est à tout le moins modéré, hein, non négligeable, mais elle est bonne. C'est peut-être aussi parce que ce sont des jeux avec du hasard sans remise, c'est-à-dire qu'un tirage influence le prochain. Hein? Oui. Je peux pas tirer à nouveau le résultat que je viens d'obtenir. Et toi, tu me parles beaucoup du dé
qui lui est Ouais. un tirage avec remise. Donc, tu peux faire échec après échec après échec après échec. Bah, tu vois, c'est un peu aussi ce que j'ai. Moi, j'ai lu beaucoup de. Tu sais que j'aime beaucoup Rebirth, qui d'ailleurs est dans Oui. la sélection de Lazare. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup lu, comme quoi c'était un jeu où il y avait énormément de hasard, puisqu'en fait, tu pioches une tuile, pas deux, une, et tu la poses. Donc, comme un peu vraiment comme. Effectivement, donc tu peux dire que ça peut vachement changer. Enfin, quand de tirer ce que tu vas tirer. Et il y a du timing, parce qu'à un moment donné, est-ce que je vais connecter mes deux zones Voilà. d'éclair et j'ai pas tiré la tuile pendant 3 tours et t'es venu me bloquer. Donc, Et oui. comme en plus tu tires tes cartes objectifs au fur et à mesure, par moment, selon ce que tu attires au début, en fait, il y a une grosse part de hasard, donc selon comment tout ça s'imbrique, quoi. Ceci dit, c'est quand même limité, parce que comme tu le dis, une fois que tu sais que tu vas quand même piocher tous tes jetons, quoi. C'est pas à chaque fois tu vas repiocher que des villages ou que des fermes. Mais il y a aussi là toute la question du jeu en lui-même, c'est-à-dire qu'on te propose un jeu, disons, familial plus, qui va durer 45 minutes. Et donc, je crois que ce hasard-là, cette dose, cette façon de l'incarner est en adéquation avec l'expérience proposée. J'avais une question. Qu'est-ce que tu voulais dire par cette phrase un peu poétique, tiens? Jouer en acceptant le hasard, c'est accepter de ne pas être souveraine, mais se réapproprier ce qui se passe autour de la table. C'est quoi ce qui se passe autour de la table? Et ben, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu. C'est-à-dire que c'est pas toi t'es pas souveraine, parce qu'en fait, c'est pas toi qui, finalement, tout ne dépend pas que de tes propres décisions, mais que c'est à toi de réussir à te les réapproprier pour les faire tiennes, en fait. Les réutiliser. Et en fait, c'est tirer parti de ce qui se passe en le réutilisant, finalement, tu vois. C'est un peu comme... Les désigne quoi dans ta phrase? Par exemple, tu vas avoir... il va se passer des événements qui vont être liés au hasard, d'accord? Donc, tu vas... forcément, t'as pas la maîtrise sur tout, ok? Donc, tu peux pas... Tout ne dépend pas que de ta propre volonté, de ta propre décision. Mais ce qui va survenir, les conséquences du hasard, c'est bien à toi, en fait, de te les réapproprier. Et notamment dans le jeu de rôle, pour en faire quelque chose de collectif, en fait, pour le réinjecter autour de la table, tu vois, enfin, de le réutiliser, de le transformer en quelque chose de positif, finalement. OK, oui. On aurait pu développer là-dessus, hein, parce que autant dans le jeu de rôle et que dans le jeu de société, il peut y avoir une discussion, effectivement, autour de la table, et puis là, ça peut devenir un élément qui est un souvenir mémorable du jeu. Alexandre, qui a été extrêmement malchanceux toute la partie, il y a quelque chose à raconter, effectivement, donc à extraire du jeu pour se l'approprier. Je comprends mieux. Merci. J'ai trouvé d'autres exemples que j'avais notés qu'on aurait peut-être raison de se plaindre du hasard parce qu'il est mal utilisé. J'ai joué à un jeu, c'était un Kickstarter, un projet horrible. Sur la base, ça ressemble à un takenoko. Il y a des pièces au centre sur un plateau. Je me suis mis Into Deep, que ça s'appelle. Donc, il y a des pièces centrales sur un plateau. Que tout le monde contrôle, un peu comme à Takenoko, le panda, faire pousser des bambous, machin. Et chacun a des objectifs, et puis il faut reproduire des situations. Il faut déplacer à son tour des éléments de jeu pour que le pion bleu soit vis-à-vis du orange ou à côté du rouge. OK. Mais là, on est en présence d'un jeu Into Deep ou Into the Deep, c'est le titre du jeu. Et là, dans ce jeu-là, tu peux tirer un objectif qui est pratiquement déjà accompli, donc tu marques des points et tu te sens pas vraiment intelligent. Ou d'autres fois, tu tires un objectif que tu peux en une seule action, en un seul tour, compléter. Et des fois, tu tires des objectifs qui ne sont pas du tout réalisables en un tour et que le temps que ça te revienne, quelqu'un a défait le truc que tu avais amorcé. Et c'est pas du tout désagréable, mais dans aucune des situations. Et ça, c'est un très mauvais hasard. Je pense, je m'excuse, je vais parler d'un truc chez Blue Orange, j'ai plein d'amis qui travaillent là-bas, mais Papy Winchester, il y avait un gros problème. C'est un jeu d'enchères dans lequel on misait sur des terrains qui avaient une valeur variable d'un joueur à l'autre. Et l'ennui, c'est que certains terrains, de par mon tirage initial, valaient moins pour moi que pour d'autres, et ça faisait que j'avais jamais intérêt à renchérir sur certains trucs. Le jeu était cassé dès le début de la partie. Donc, dans un monde sans fin de Michael Reineck, je crois, un bon jeu de 2 heures qui était la suite des Piliers de la Terre. Un jeu bien méchant avec les joueurs et joueuses.
Ben oui, et on te demande de prendre une stratégie et aux 2 tiers de la partie, on te dit, telle stratégie va te rapporter 0 point. Ce sur quoi tu as investi tout ton truc. Tu avais décidé de guérir la peste. Ben, sais-tu quoi? Il arrive un événement hasardeux. Pouf, voilà, il n'y a plus de peste du tout. Et tu scoreras 0 point pour le truc que tu as mis en place pendant 1h15. Non, je m'excuse, mais... Ah, c'est fou. Moi, ça m'a jamais gêné dans le jeu. J'adore ce jeu en plus. C'est un gros non. Je le trouve tellement violent. Ben oui. Mais ça me tu vois, ça me déplaît pas. Je pense que c'est peut-être aussi en fonction de nos profils. Hein. Ben, c'est exactement là où j'arrivais, c'est que le hasard pose une question. Pourquoi joues-tu? Et moi, la réponse peut varier selon le temps, c'est-à-dire le moment dans ma vie, mais ou le moment de la journée, ou les gens avec qui je suis, ou le jeu. Est-ce que tu joues pour la compétition, pour la victoire? Est-ce que tu joues pour vivre des moments improbables, des moments drôles? Et le hasard pose cette question-là. C'est parce que si tu aimes la compétition, si tu aimes gagner, parfois, c'est très facile de mal placer le hasard, en fait. Bah oui, mais en fait, je pense que beaucoup de la relation au hasard et le fait de le gérer plus ou moins bien tient à ça. Et c'est ce que je te disais. Pour moi, tu le sais, c'est surtout, j'aime bien gagner. Quand je gagne, je suis contente. Hein. Je veux dire, comme tout le monde, hein, on préfère toujours gagner si on a la possibilité. Maintenant, c'est vrai que moi, je vais préférer les émotions fortes. Voilà, ces trucs un peu d'avoir l'impression d'avoir vécu des trucs improbables et tout. Le côté très expérience. Et je pense que c'est quelque chose qui me correspond plus dans mes attentes de joueuse fondamentalement. Et que de ce fait, le hasard me pèse moins parce que qu'il soit positif ou négatif, in fine, il remplira, enfin la fonction, mes attentes seront comblées, tu vois. Alors qu'effectivement, je pense que quand tu as un profil où tu considères que tu t'investis et que, comme tu le disais, ta stratégie, si elle est réduite à néant, dans l'exemple que tu donnais juste précédemment sur la peste, je peux très bien comprendre que si tu as un profil plus compétitif et que pour toi, l'investissement que tu mets est beaucoup plus fort en termes de tes attentes sur la victoire, effectivement, je comprends que tu le vives t'aies beaucoup plus de mal à l'accepter et que t'aies moins envie de jouer à des jeux, surtout quand, effectivement, tu disais, ça va être beaucoup d'investissement, 3-4 heures et tout, où tout peut être ruiné sur une succession de hasards malheureux, quoi. Et je pense que ça tient beaucoup à notre relation au pourquoi on joue, qu'est-ce qu'on aime dans le jeu. Et aussi, je te dis, je pense de qui on est dans la vie, dans le reste de notre vie, quoi. Oui. Pour moi, c'est très reposant parce que dans la vie, je suis pas du tout à quelqu'un qui supporte le hasard. Donc c'est ça qui est assez paradoxal et que je trouve assez drôle, quoi. Mais tu disais que toi, t'aimes les émotions fortes, mais les émotions fortes, on peut les avoir avec des tirages improbables, mais oui. Mais moi qui aime la compétition, je vis aussi des émotions très fortes dans un jeu dans lequel il y a très, très peu de hasard. Ça, je le comprends très bien. Et je pense qu'on avait évoqué un peu. Et je pense que c'est beaucoup lié à notre relation à la compétition. Tu vois, plus qu'à la victoire. En fait, c'est notre relation à la compétition. Et moi, j'ai été élevée d'une façon où le fait d'être en compétition avec les autres n'était pas quelque chose de bien vu. Tu vois ? Qu'on ne doit pas être dans une relation où on veut montrer aux autres qu'on est meilleur qu'eux. Et que le seul qu'on doit être plutôt... Enfin, voilà. Donc, je pense que ça tient à ça. C'est un tempérament, je pense, parce que moi aussi, ma mère m'a répété des centaines de fois, il faut jouer pour le plaisir, il faut pas jouer pour gagner. Mais j'ai pas de plaisir. Très jeune enfant, je me souviens très bien, j'étais dans les escaliers et je piquais une crise, mais j'ai pas de plaisir à perdre. Donc, en fait, c'est un tempérament que certains vont avoir et que d'autres n'ont pas. Le hasard, et c'est là que je vais me porter peut-être en faux avec les joueurs extrêmement compétitifs. Prenons le bingo, par exemple. Un jeu où les petits chevaux... Non, mais un jeu dans lequel on n'a absolument aucune décision à prendre. Ouais. Donc, un joueur qui aime vraiment gagner, qui aime les jeux de stratégie sans hasard, va souvent caricaturer la chose en disant pourquoi tu fais pas seulement lancer un dé et déterminer le gagnant. Et c'est vrai que d'un point de vue décisionnel, il n'y a aucune différence entre jouer un bingo qui dure une demi-heure ou lancer un dé, parce que c'est le hasard qui décide. Sauf que, narrativement, puis là, ça revient à notre idée de comment le jeu raconte une histoire qui est mathématique,
ben là, il se passe quelque chose parce que toi, tu tamponnes ta carte et moi, je tamponne la mienne. Et là, ben, au début, je prends l'avance et puis après ça, c'est toi qui me rattrape. Même chose pour un jeu de petits chevaux. Il y a une histoire mathématique qui s'est créée et qui nous a fait vivre une émotion qui est bien différente de « on a lancé un dé tout simplement ». Et je suis totalement d'accord. Et après, dans le bingo, bon, même si je te cache pas que je participe rarement à des soirées bingo. Moi aussi. Il y a aussi, je suis d'accord avec toi qu'il va y avoir ça. Et en plus, il y a tout le rituel qui va autour. Toute la mise en scène du bingo. Tu vois, du moment où on va annoncer le nombre qui va être à tamponner. Enfin, j'imagine qu'il y a de ça. Tu vois, on l'a tous fait quand on pioche quelque chose et on a le geste, tout le monde est suspendu à ce que tu vas sortir. Enfin, il y a quelque chose qui tient de la mise en scène, qui fait monter une tension. Alors que de toute façon, en vrai, le truc est déjà pioché. Enfin, ça t'as aucun contrôle dessus. Mais en fait, je pense que ça participe à l'émotion, en fait, qu'on ressent à ce moment-là, la tension qui monte, ce que j'appellerais un peu la dramaturgie, en fait. Ben, il y a la révélation, donc la façon dont on révèle les choses. Le geste, c'est quelque chose auquel je réfléchis aussi. Quand tout le monde a choisi une carte et qu'à go, tout le monde révèle, il y a ça. Mais je m'en tenais vraiment juste à la question de hasard et de l'évolution de l'histoire qui est racontée. Il y a quelque chose qui se passe et là, j'ai l'espoir à un moment donné parce que j'ai l'avance, je vais gagner. Ou au contraire, je suis découragé, mais non, j'entreprends. C'est pas moi qui décide parce que c'est pas le résultat de mes actions, de mes choix, mais j'entreprends une remontée, puis là, je vais peut-être gagner. Il y a tout plein de choses qui se passent, il y a des émotions fortes qui sont procurées par cette histoire mathématique générée par le hasard. Donc oui. Tiens, pour finir peut-être, dernier commentaire, et je reviens encore, quelle discussion complètement déconstruite. Une mauvaise utilisation du hasard dans le jeu de rôle, parce que souvent le jeu de rôle, il est magique, hein? Il peut... même un personnage peut mourir, puis on s'en fout, je t'en donne un autre, ou on te ressuscite, ou ton frère jumeau débarque, et il n'y a pas de problème. Non, on peut tout se permettre ça dans le jeu de rôle, ce qui fait que le dé qui génère la mort d'un personnage, c'est pas si grave que ça. Là où, par contre, où ça nous coince, c'est souvent dans des vieilles joutes, où on a un indice qui est essentiel à la poursuite d'une quête, un papier, une lettre, une clé pour ouvrir une porte. Et ça, il faut l'obtenir par la réussite d'un jet. Ben, si tout le monde rate son jet, on n'aura pas la clé et on ne pourra pas avancer. L'histoire sera bloquée. Donc, c'est un autre élément où, une autre occasion où le hasard nous dessert, en fait. Là, je suis totalement d'accord avec toi parce que ça arrive, et notamment peut-être dans des jeux plus anciens où et des scénarios tout écrits, parce que normalement ça n'arrive pas sinon. Et je pense que là, quand tu vois, là souvent c'est des jeux avec MJ. Quand toi, en tant qu'MJ, tu vois que les échecs vont déboucher sur une situation bloquée, un cul-de-sac. C'est à toi là de prendre de la distance avec ce que te dit le scénario et de trouver une solution pour débloquer tes joueurs et joueuses, c'est-à-dire permettre que selon la circonstance ils puissent refaire un autre jet, ou donner l'indice mais peut-être pas à 100% ou avec une conséquence négative, tu vois. Moi ça m'est déjà arrivé de dire ils trouvent que le truc, mais seulement s'il y a une réussite, bah tu peux dire qu'ils trouvent le truc, ceux qui vont s'en prendre plein la gueule derrière, ou c'est à toi, c'est là aussi t'as ta liberté, t'as ton libre arbitre pour interpréter le jeu. Alors je conçois que ce soit pas toujours évident parce que quand c'est écrit noir sur blanc, on peut avoir tendance à vouloir se conformer à ce qui est écrit, mais en vrai il faut pas hésiter si tu vois que sinon ça va prendre des plombes, etc. quoi. Enfin, si ça cause la mort de tous tes personnages, ça fait un truc mémorable. Un TPK. Ça fait un truc mémorable, voilà. Et après, ils peuvent tous retrouver des nouveaux PJ, mais là c'est plus le jeu de rôle, il est assez plastique pour te permettre de te sortir de ces situations-là, quoi. Oui, mais tu dois te briser la règle. Mais j'avoue que le coup où ils ont tous fait leurs échecs et parce qu'après ils ont parlé à la fin de la séance, puis on est passé à côté du truc le plus important, on est vraiment nul. Et moi, je rigolais même parce que je disais, non, mais en fait, c'était juste un leurre. C'était, tu vois, une fausse piste pour vous occuper. Parce qu'en fait, tout ça, c'était du décorum, de mise en place pour poser l'ambiance, mais il se passait rien de fondamental pendant cette scène-là. Donc, c'était hyper drôle, quoi.
Tu vois, et ça a créé de la narration, enfin, ça a créé quelque chose que... Oui, je vois. Je pense que le jeu de rôle, c'est sans doute là le meilleur endroit pour expérimenter un hasard parce que, mais en même temps, on retire de la conséquence. C'est ça qui est, j'allais dire, qui est quasiment dommage. Dans un jeu de société, t'as un échec, c'est terminé. Alors que dans le jeu de rôle, t'as un échec. Ouais, mais c'est pas si grave que ça parce que je vais te donner une autre chance et je vais travailler pour que tu puisses avancer quand même. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, là, je délire un peu, je suis de mauvaise foi, mais on enlève un peu de l'enjeu dans le jeu de rôle parce que je sais que je vais me rendre jusqu'au bout en sécurité ou presque. En fait, ça dépend. Je pense que ça reboucle avec quelles sont tes attentes dans le jeu de rôle. Si tu veux que ce soit quelque chose qui soit très simulationniste ou si t'es vraiment là pour vivre l'aventure, en fait. Parce que t'as même des jeux de rôle avec des systèmes où, par exemple, je sais pas, mais selon le type de personnage que t'incarnes, imaginons que je sois un détective privé, on va partir du principe que toutes les actions d'enquête, par définition, je vais les réussir puisque c'est mon métier. Mm-hmm. Tu vois, ou si je suis voleur professionnel, les crochetages, je les réussis de base. Je crois que c'est le système Gumshoe qui est comme ça. De base, tes actions qui sont liées à tes spécialités, elles sont par définition toujours réussies. Parce que ça n'a aucun sens. Mais voilà. Et après, il y avait un truc, mais on n'en a pas parlé. Au départ, je l'avais intégré dans la chronique, puis je l'ai retiré, puisque c'est une chronique qui a été beaucoup réécrite. Peut-être les auditeurs et auditrices comprendront. Je ne sais pas. C'était le fameux bouquin L'Homme D, où là, c'est un personnage, enfin, c'est un livre qui a une histoire folle. Pendant longtemps, on a cru que c'était une autobiographie, mais ça ne l'est pas. Hein. Le nom de l'auteur et le nom du personnage, et on a cru que c'était autobiographique, mais en réalité, c'était pas autobiographique, qui décide un jour de prendre toutes les décisions de sa vie sur des jets de dés. Mais quelle décision? Qu'est-ce qu'il va manger ou s'il va travailler ou pas travailler ou Alors, j'ai pas lu le livre, okay. Mais de ce que je comprends, ça va assez loin. Mais par exemple, il croise une femme dans la rue un soir. Si je sais pas, je dis n'importe quoi, il fait père, il la suit, il la viole. Il fait un père, il rentre chez lui. Et il considère qu'il est pas. Et ça va jusqu'à des trucs comme ça en fait. Ça questionne la question de la responsabilité. Et à chaque fois, l'argument, c'est de dire que de toute façon, il est pas responsable puisque c'est c'est le hasard qui a décidé pour lui. Oui, mais en même temps, c'est lui qui a fait les options. S'il avait enlevé l'option, je la viole, donc il est pas. Je suis assez d'accord avec toi. Donc je suis assez curieuse de lire le livre parce que j'aimerais bien savoir. Apparemment, alors je sais pas trop parce que. En relisant un peu les trucs sur le livre, je me demande qu'est-ce que l'auteur a voulu dire. Mm-hmm. Tu vois, je suis assez circonspecte parce qu'on s'est toujours dit ça parfois. Je vais le jouer sur un jet de dés puis comme ça, on prend toutes nos décisions comme ça. En même temps, c'est une décision. Sûrement que des philosophes ont dû dire. En même temps, tu prends la décision de te reposer sur le hasard, donc tu es responsable quand même. Bien sûr. Donc, mais ça a l'air intriguant, comme on dit, ce livre. C'est un bon pitch. Bon, on a été ultra long, hein. Mais c'était cool. Ben oui, je savais qu'on s'en sortirait bien. Je vais aller jouer à Régicide. Parfait. Bon, merci beaucoup, Christian. Merci à toi, Paul Gara. Merci aux auditeurs et aux auditrices. Merci beaucoup, tout le monde. À la prochaine. À la prochaine. Salut. Cette émission, enregistrée à distance le 12 février 2026, est produite par Paul Gara et Hammer. Toutes les informations utiles et les titres des jeux abordés dans cette émission figurent dans le billet de cet épisode sur notre site lepointdepaulgara.fr en un seul mot. Ce podcast est totalement indépendant, son contenu est libre et non sponsorisé. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, X, Blue Sky ou Instagram sur le compte de Paul Gara et surtout venez discuter de cette émission et de tout autre sujet sur le serveur Discord du podcast. Merci d'avoir écouté Le Point de Paul Gara et à très bientôt pour une prochaine émission.